Les événements qu'on vit au Liban sont sans précédent dans l'histoire des guerres. Cette attaque massive aux beepers piégés et maintenant aux talkie-walkie piégés. Regardez l'image qui va suivre. C'est une vue aérienne de Beyrouth où on peut distinguer en plusieurs endroits les explosions, les fumées, le bruit des sirènes, mais aussi des cris un peu partout dans cette ville de Beyrouth. Je rappelle l'ampleur des bilans. Rien qu'aujourd'hui, dans les talkie-walkie piégés, 14 morts, des centaines de blessés. Hier, c'était 12 morts et 2800 blessés. Et bien sûr, un climat général de panique. Alain Bauer, d'abord cela, n'est-ce pas? Il faut imaginer l'immense panique qui s'empare d'un pays entier. Alors, ce sont les terroristes du Hezbollah, les islamistes du Hezbollah qui sont visés, mais la panique touche plus largement. Et le corps des gardiens de la Révolution, puisqu'au-delà du Liban, il y a la même opération en Syrie. Qui a visé une partie du corps des gardiens de la Révolution et parfois même l'ambassadeur d'Iran au Liban. Donc c'est un peu plus étalé que simplement le Hezbollah et le Liban. Oui, bien sûr, vous avez 4 ou 5 000 explosions au même moment suite à un message général envoyé à tous ceux qui entendent la sonnerie, regardent et boum. Donc évidemment, il se produit un effet de sidération global puisque ça se passe partout, mais au même moment. On va détailler avec vous comment ça s'est passé, comment techniquement c'est possible. La panique dont on vient de parler, la stratégie israélienne, ces stratégies d'ouvrir plusieurs fronts à la fois dans toute cette région. Est-ce une stratégie incendiaire ou est-ce de la légitime défense préventive d'autres attaques qui étaient prévues du Hezbollah? Écoutons peut-être d'abord pour bien prendre la mesure de cette journée. C'est la deuxième journée et cette fois ce sont les talkie-walkie. Ces scènes d'affolement, ce sont pendant des funérailles tout à l'heure à Beyrouth. Alain Bauer, les explosions, les cris, ça veut dire, si on fait le compte, que en plus des centaines, sans doute des milliers de beepers qui ont été piégés, il y a des centaines de talkie-walkie. Oui, en attendant autre chose d'ailleurs, puisque tout appareil ayant une batterie ou ayant un lien de communication peut être manipulé à distance. Ça fait de nombreuses années que ceci était effectué pour les téléphones. La première victime de cette affaire était le président tchétchène Djokhar Djoudhaev, qui, utilisant son téléphone satellite, avait été liquidé par les Russes à l'époque. Et donc, depuis cette période, on sait bien qu'il y a un vrai sujet de localisation qui permet de vous tuer ou d'utilisation du téléphone pour vous écouter alors même que vous ne vous en servez pas, ou enfin de manipulation du téléphone en le piégeant. Mais jusqu'à présent, on n'arrivait pas à piéger grand-chose, un téléphone qui explose avec les outils, sauf que la modernisation à la fois des batteries d'une part, et puis on se rend compte que dans les incendies de véhicules électriques, à quel point la batterie lithium, elle peut avoir aussi des dangers, à quel point on a des difficultés à le traiter, mais ceci ne crée que des blessures en général superficielles. Il a fallu une recherche très approfondie pour soit modifier des batteries dans un lot totalement isolé de la production normale et trouver un moyen de leur donner un pouvoir détonnant supplémentaire, ou rajouter un élément non visible mais disposant d'éléments explosifs, quelques grammes mais suffisants pour que la relation entre l'impulsion électrique, la batterie et l'explosif crée des dommages là beaucoup plus importants, mortels pour certains, de très graves blessures aux yeux, à l'abdomen, etc. Donc il y a là une révolution dans l'usage massif d'un outil piégé à distance, mais pas un individu, mais un ciblage d'un groupe d'individus. Et dans ce cas précis, c'est le Hezbollah d'un côté et le corps des gardiens de la Révolution iranien de l'autre. Alors, sur la qualité du renseignement dont les services israéliens, il faut rappeler que l'Israël, pour l'instant, ne reconnaît rien, mais il y a une forme de jubilation chez beaucoup d'acteurs politiques, notamment israéliens. Il y a peu de doutes, dont le ministre de la Défense réunissant ses cadres et avec un large sourire. Donc il y a peu de doutes quand même. La quantité d'informations qu'il a fallu collecter avant d'arriver à une opération aussi large et aussi coordonnée.
Oui, mais ça rappelle simplement que dans la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre le crime, l'usage de l'intendance, de la logistique et de la comptabilité est ce qui marche le mieux pour Pablo Escobar comme pour Al Capone. C'est le comptable qui était l'élément le plus important. Dans ce cas précis, ça a été l'intendance, c'est-à-dire que pour Israël, le fait de pousser le Hezbollah et un certain nombre de ses alliés à modifier leurs conditions de communication. Alors, M. Sinoir, par exemple, à Gaza, il n'utilise plus que des petits papiers comme les principaux patrons mafieux le faisaient à leur époque, des pizzoutes qui étaient envoyés comme ça, et donc plus personne ne communiquait avec rien. Mais ça paraît incroyable. On revient, pour ainsi dire, au Moyen-Âge, parce qu'il y a une telle méfiance du moyen technique qu'il n'y a vraiment que le bon vieux papier qui est... Déjà, le beeper, c'est 50 ans de retour en arrière, hein, donc on se rend bien compte. Le talkie-walkie. Donc on est dans des processus de rusticité qui voulaient garantir la limite de l'interception, etc. Mais les Israéliens, ou si on leur accorde le bénéfice, non pas du doute, mais de l'attaque, ont montré qu'ils étaient capables de contourner le problème du portable en revenant à ce dispositif. Donc il a fallu pour cela intercepter la commande, être sûr que le fournisseur et les intermédiaires, car personne ne fournit directement le Hezbollah. Ça n'existe pas. Là, c'est un Taïwanais. Dans le cas des talkie-walkies, c'est un Japonais. Et donc, il a fallu trouver un stock ou le fabriquer, le contourner en utilisant des intermédiaires, dont un qui ne fabrique rien. Le Hongrois, mais qui dit qu'il a une licence pour les fabriquer, mais que c'est pas lui qui les a fabriqués. Le Taïwanais dit cela, c'est pas moi qui les ai fabriqués, ils sont sous licence, et donc nul ne sait où ils ont été produits. Personne ne le sait. Alors attendez, ce produit vous allez est discontinu depuis 14 ans. Vous allez trop vite pour nous. Et partons vraiment pas à pas. C'est le New York Times notamment qui a donné un certain nombre d'informations. Oui. Je sais que vous avez d'autres sources, vous aussi. Quand ils disent d'abord qu'il y a une fabrication à Taïwan, ou en tout cas un point de départ à Taïwan, ça veut dire quoi exactement? Alors, ça n'est pas exact. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Non, le fabricant historique, l'auteur, est à Taïwan, mais il dit ce n'est pas moi qui les fabrique. D'abord parce que j'ai discontinué, ça fait 10 ans que plus personne n'achète ce truc. Donc, j'ai licencié un Hongrois pour le faire, et donc, moi, j'ai juste envoyé la licence, le brevet, et je touche des royalties. C'est ça. Donc, ça n'est plus Taïwan. Ça ne serait plus Taïwan. En Hongrie, en fait, il n'y a pas d'usine. Personne ne fabrique rien. C'est un intermédiaire. Donc, quelqu'un, quelque part, a soit récupéré un vieux stock, soit fabriqué des vrais faux. Et, à ce moment précis, a réussi à... Alors, ce sont des vieux matériels, donc la batterie lithium, elle n'est pas particulièrement impressionnante, a réussi à rajouter dedans et a fait un prix d'amis imbattable aux acheteurs du Hezbollah qui ont dit « chouette ». On va en acheter entre 3 et 5 000, pas cher. Et utilisant ce subterfuge, alors, soit en utilisant simplement l'effet d'aubaine, soit en manipulant l'acheteur, on verra dans quelques semaines ce que le Hezbollah fait avec son service d'intendance qui va passer de mauvais moments, et a réussi à refourguer l'ensemble. Que fait l'opérateur israélien, si c'est bien lui? Il repère tous les numéros, il sait quel est le moyen de les joindre, et il dit « Bonjour, je suis Monsieur Nasrallah, j'ai un message pour toi ». Pour prendre l'exemple le plus simple, ça bip, ça pète. Voilà. Et la même chose existe sur les Zycom japonais, puisque les Japonais disent « Mais nous, on a arrêté de fabriquer ce truc-là, et on est face à un lot de faux produits. Nous avons d'ailleurs publié une notice disant « Attention, on vous vend des faux Zycom japonais, ce n'est pas nous qui les fabriquons ». Et ce n'est pas nous qui les vendons, et on n'en a pas vendu au Hezbollah. Et on est dans deux cas de figure très intéressants, qui est non pas une interception de la chaîne logistique, mais une création probable d'une chaîne logistique fantôme. Alain Boer, où peut se passer le sabotage? Il faut remercier l'équipe de David Pujalas qui nous ont passé ce beeper. Alors c'est pas celui-là. C'est pas exactement celui-là, mais c'est cette génération d'appareils. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Hein. Même ma génération, je suis vieux, plus vieux de votre âge à peu près. J'ai pas utilisé ça. Mais on se rappelle dans la série Urgence, hein, les médecins avaient tout ça à la pochette à peu près. Alors il y a ces boutons, je sais même pas à quoi ça sert exactement. Où est-ce que la quantité d'explosifs aurait été placée? Alors, si vous ouvrez cet appareil, si vous y arrivez, parce que je ne sais pas dans quel état il est, et vous allez découvrir qu'il y a évidemment une batterie, et donc derrière cette batterie, il y a toute une série d'éléments de puces, et donc vous pouvez rajouter les 3 grammes, soit derrière la batterie, soit avec le composant électronique qui permet le fonctionnement de ce système. Ça demande, une intervention physique, donc à un moment où soit une main humaine, soit une machine
programmés pour ça. Là, à chaque fois, il faut ouvrir, poser, éviter que ça vous pète, vous. Non, attendez, ça veut dire que c'est des petites mains. Il y a des agents, supposément israéliens, qui ont réussi à ouvrir des milliers, parce que ce sont des milliers de beepers, ils ont soit je ouverts, rappelle. soit fabriqués. Ouais. Parce que nul ne sait où ils ont été fabriqués. On ne peut pas dire qu'ils ont été détournés. Le fabricant dit qu'il ne les a pas fabriqués et l'intermédiaire qui est censé les avoir fabriqués n'a pas d'usine. Quelqu'un les a fabriqués. C'est très vraisemblablement une chaîne de fabrication complète, en tout cas. Une usine. C'est pas artisanal. En tout cas, c'est ça, une micro-usine qui a permis de les produire tous, ce qui veut dire une opération prévue de très longue date. Ça fait au moins plusieurs mois. Ensuite, on comprend bien que là, ce qui est particulièrement cruel, c'est qu'un message s'est affiché, c'est ce que dit l'enquête du New York Times, et donc les gens ont eu le réflexe souvent de regarder l'écran. Comme quand votre téléphone vibre et sonne, normalement, vous regardez au moins pour savoir qui c'est. Et c'est le moment où... D'où les blessures, beaucoup de gens blessés aux yeux, beaucoup de gens blessés aussi à les parties aux jambes. Ceux qui n'ont pas eu le temps de le remonter. Voilà, quand évidemment le beeper était dans la poche. Ce qui, toujours dans les détails... Ou à la ceinture. Ou à la ceinture, on voit beaucoup d'images de ce genre. Peut-être qu'on peut regarder cette image qui l'illustre. C'est dans un supermarché de Beyrouth, où on comprend bien l'effet de surprise totale. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui devait l'avoir à la ceinture. Voilà. On peut peut-être s'arrêter exactement sur cette image. On voit la surprise intégrale autour de lui. Donc là, le beeper, et on voit quand même la force d'explosion. Il faut combien de grammes d'explosifs pour obtenir cela ? Ça dépend quel explosif est utilisé, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, et je suis incapable de vous répéter le nom du produit, qui est un composé extrêmement puissant, on va dire 3 grammes. Ouais. Donc effectivement, c'est indétectable complètement. Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Et une opération comme ça comment dire, l'ordre de tir, l'ordre de feu se fait comment ? Je vous envoie un message. Mais il a fallu envoyer le même message, le même déclenchement à des milliers d'appareils. Oui, mais c'est le principe. C'est-à-dire que si je décide d'envoyer un message groupé à tous mes contacts sur mon téléphone, je peux le faire et donc tout le monde va recevoir le même message du genre venez tous fêter Darius Rochebin la semaine prochaine à 18h32. Et donc tout le monde va dire chouette, boum. Donc c'est assez facile. Et c'est le principe du beeper, c'est que c'est léger, ce sont des ondes faciles, ça permettait d'atteindre tout le monde, même ça avec une couverture réseau faible. C'est vraiment un produit des années 70-80. Dans l'histoire des services secrets, parce qu'il y a une part sans doute de services secrets... Il n'y a que ça. C'est absolument sans précédent. Alors, dans l'ampleur. Dans l'ampleur, oui. C'est la première fois et 2 jours de suite. C'est la double. Alors, c'est un des principes de base dans les opérations de ce type, c'est faire une première opération pour attirer tout le monde et une deuxième pour éliminer ceux qui viennent d'arriver. Mais en général, c'est très ciblé sur un seul lieu, à un moment précis, dans des conditions particulières. Là, c'est inédit dans l'ampleur répétitive de l'opération. Là, au Hezbollah, il doit rester le pigeon voyageur. Il y a une forme, n'est-ce pas, d'aboutissement dans la logique des assassinats ciblés. Il faut rappeler, dans les mois et même les années qui ont précédé, il y a eu l'assassinat de Fouad Choker à Beyrouth. C'est très différent. Mais par des moyens assez classiques. Oui, mais c'est très différent. Là, le but n'est pas vraiment de tuer, c'est de faire le maximum de dégâts, de blesser. Vraiment de montrer le fait qu'on peut toucher l'intégralité de l'architecture du Hezbollah et pas seulement sa tête ou des gens dont on sait qu'ils ont participé au 7 octobre ou qu'ils organisent les bombardements incessants, les envois de roquettes et de missiles et de drones sur le nord d'Israël. Là, c'est vraiment un choix qui est de toucher toute l'architecture de haut en bas, parce qu'à peu près tout le monde a ce type d'appareil. C'est une dotation j'allais dire que c'est une dotation de base, mais c'est une dotation de l'encadrement qui vise vraiment la chaîne de commandement en disant vous n'êtes à l'abri nulle part, même si vous n'êtes pas un très grand chef. Est-ce que c'est une manière de renouer dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des guerres d'Israël en 67, 73, à certains moments où Israël a surpris. Israël a surpris par sa capacité technologique de réponse que le monde arabe avait souvent sous-estimée. En 67, oui, en 73, non. C'est Israël qui a été surpris plutôt. Mais ensuite qui s'est repris. Oui, mais enfin, on ne peut pas dire qu'ils en soient sortis très grands. 73, c'est la répétition du 7 octobre. C'est-à-dire, je sais tout, je comprends rien, je ne vois rien, je n'écoute personne, alors que tous les services de renseignement
tous les agents du renseignement israélien, même les mieux placés, disaient attention, 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 attention. 67, c'est une opération préventive, montée et qui surprend tout le monde par sa force et sa puissance. 73, c'est l'inverse. Non, là, effectivement, je crois que c'est... Alors, c'est pas une opération surprise, parce qu'il y a un débat sur une possibilité d'envahir le Liban pour mettre fin à l'envoi incessant de roquettes, de bombes et de drones sur le nord d'Israël. Je précise par ailleurs que c'est un acte de guerre dans un pays en guerre. Le Liban est en guerre avec Israël. Il n'y a pas de paix entre le Liban et Israël, et il n'y a pas de paix entre le Hezbollah et Israël. Et d'ailleurs, l'opération qui précède Gaza, par son ampleur et dévastatrice, c'est l'opération Deria au Liban, où un quartier entier de Beyrouth, qui est le siège du Hezbollah, est rasé par l'armée israélienne pour mettre fin aux premières incursions du Hezbollah sur Israël et à la capacité de connexion d'ailleurs entre le Hamas et le Hezbollah, puisqu'ils sont ensemble en train de monter des opérations visant à prendre Israël en étau, et donc Israël intervient militairement à Gaza et détruit et rase le quartier d'Eria à Beyrouth. Donc ça n'est en rien nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que là, c'est pas une opération militaire, c'est pas une invasion dont on sait le coût humain terrible, à la fois pour les populations civiles et pour les forces militaires. Là, c'est une opération ciblée massive, ce qui est nouveau. Là, les précédents, Israël a souvent opéré ces assassinats ciblés. Est-ce qu'il y a une part aussi simplement psychologique, c'est-à-dire de reprendre un avantage psychologique précisément après le 7 octobre ? Oui, alors là, je crois que c'est plutôt un règlement interne à l'État d'Israël pour se redonner confiance en lui-même. D'abord parce qu'il y a 100 000, je crois, réfugiés du nord d'Israël qui attendent désespérément que le gouvernement rétablisse la paix sur son propre territoire. Il y a l'opération Gaza qui a commencé par un désastre du renseignement, un désastre militaire et un désastre politique qui oblige le Premier ministre Netanyahou à se reconstruire et à retrouver une légitimité, parce que pour l'instant, il est quand même le principal responsable du désastre. Et puis, il y a la capacité de dire au Hezbollah, on va peut-être pas vous envahir tout de suite, mais il va peut-être falloir se calmer sur les roquettes, parce que dernier avertissement, où vous avez vu, on vous a fait jour 1, jour 2, qu'est-ce qui vous attend le jour 3 ? Donc, M. Nasrallah va prendre la parole demain sur cette question, dire on ne sait pas très bien quoi, d'ailleurs, parce que lui, il va falloir qu'il rassure ses propres troupes, qui sont un peu désespérées et vraiment atteintes moralement et organisationnellement. Mais la question, elle est vraiment du choix stratégique d'Israël sur une opération à mener au Liban ou pas. Et d'ailleurs, juste avant cette opération, là, avant-hier, la question se posait d'une opération militaire dure et longue au Liban, et de la capacité d'Israël à tenir en même temps Gaza et le Liban dans une opération là véritablement en profondeur. Qu'est-ce qu'on sait de ceux qui ont été touchés ? Il faut rappeler que le Hezbollah est une armée puissante, vous l'avez souvent dit, il ne faut pas sous-estimer le Hezbollah, c'est une armée puissante, armée, qui a beaucoup d'argent, notamment l'argent qui vient de l'Iran. Ces milliers de personnes, alors il y a aussi, il faut le dire, certainement des victimes qui n'auraient pas dû y être, apparemment des enfants ou des familles. Il y a toujours des victimes collatérales dans une opération d'une telle ampleur. Mais enfin, essentiellement, ce sont des militants. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il y a du sang français sur les mains du Hezbollah. C'était 83, quand le Hezbollah avait frappé... dont le principal responsable, d'ailleurs, a été éliminé il y a quelques semaines, car les services, les militaires et les Israéliens ont une longue mémoire. Aujourd'hui, est-ce que le Hezbollah n'est pas décapité, mais est-ce qu'il est durablement handicapé ? Non, il n'est ni décapité ni handicapé, mais il est troublé, incertain, inquiet, et pour la première fois doute de sa propre capacité. Il a toujours été en situation d'être plus fort le jour d'après, de montrer qu'il pouvait aller plus loin, d'envoyer des missiles plus loin, des drones plus loin, de terroriser quand même une partie importante du nord d'Israël, alors qu'avant il y avait une frappe par-ci, une frappe par-là. Là, il est en durabilité, en profondeur, et donc il lui a été répondu en durabilité et en profondeur, mais pas encore suffisamment pour l'annihiler ou le neutraliser. On voit ici à l'image Nasrallah, on va l'entendre dans un instant, c'est le chef suprême du Hezbollah. Pourquoi n'essaie-t-il pas de le tuer ? Ils essayent.
Oui, c'est pas toujours facile. Et visiblement, il n'avait ni beeper ni talkie-walkie. Et il est très prudent avec ses téléphones. D'ailleurs, c'est lui qui a donné l'ordre d'arrêter les téléphones pour passer au beeper et à autre chose. On va l'entendre, parce qu'évidemment, dans le déroulement des événements, un point extrêmement crucial, c'est lui-même qui avait dit à ces hommes qui, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, sont blessés, pour certains mutilés, utiliser des beepers. Écoutez cette séquence. Si vous voulez savoir où se trouvent les voleurs et les espions, les voici. C'est le téléphone portable que vous tenez dans votre main. C'est un espion tueur qui donne des informations très précises à nos ennemis. Je vous demande d'y faire très attention. La plupart des événements qui nous sont arrivés sont dus au téléphone portable. Alors, certains vont jusqu'à penser qu'il y a eu une sorte de plan général, que Israël, déjà à ce moment-là, avait manipulé Nasrallah pour le pousser vers les beepers. Non, je crois qu'il le faisait très naturellement, et d'ailleurs, il avait parfaitement raison. C'est un sujet bien connu de tous. Non, je pense que ce qu'Israël a fait, c'est attendre de savoir où le Hezbollah voulait se procurer l'équivalent, ou en tout cas le substitut, l'alternative au téléphone, et donc ils ont bien repéré le fournisseur du beeper, voire même ils ont fait des offres, puisqu'il semble que l'achat a été fait parce que l'offre était la meilleure. Tout de même, dans la pénétration par des agents israéliens, puisqu'on a bien compris qu'il y a une part humaine, ça veut dire que dans la chaîne d'usine dont vous parliez, autour sans doute des dirigeants du Hezbollah, il y a beaucoup d'agents israéliens doubles. Oui. C'est la règle, et comme il y en avait tout près du président Nasser, qui a donné toutes les informations nécessaires et qui n'ont pas été crues en 1973. Donc oui, le renseignement humain israélien est extraordinairement efficace et puissant, et très intégré dans l'ensemble des chaînes de commandement. D'ailleurs, régulièrement, le Hezbollah, le Hamas ou des États annoncent qu'ils viennent de démanteler un réseau du Mossad. Alors c'est vrai, c'est faux, parce que dans les réseaux, il y a à la fois des espions infiltrés, mais il y a aussi des gens retournés, manipulés, sous faux pavillon, comme on dit. Bref, il y a beaucoup d'options qui existent dans ce genre d'opération. Qu'est-ce qui rend encore aujourd'hui le Mossad si fort ? Il est dans un pays en guerre, entouré d'ennemis, et il organise la survie. En plus, c'est le service de renseignement extérieur, hein, c'est vraiment un élément majeur. C'est celui qui n'a pas été véritablement responsable du désastre du 7 octobre. Le 7 octobre est plutôt un désastre pour le service de renseignement de l'armée et pour le Shin Bet, le renseignement intérieur. Mais le Mossad a toujours été extrêmement vigilant à son implantation et sa capacité d'infiltration, y compris pendant une période vis-à-vis de son principal allié, les États-Unis, ce qui avait provoqué une crise tout à fait majeure entre les États-Unis et Israël avec l'affaire Pollard. La part personnelle de Benjamin Netanyahou, c'est sa guerre, c'est lui qui la décide en très grande partie. Est-ce que cette équation personnelle a compté dans cette stratégie ? Il faut rappeler les fronts qu'il est en train d'ouvrir. Israël est en train d'ouvrir un front, évidemment à Gaza, ça continue. Maintenant au Liban, les Houthis au Yémen, il y a les milices pro-iraniennes, notamment en Syrie. Non, je ne suis pas sûr qu'Israël ait ouvert les fronts. C'est la réponse, oui, évidemment, c'est la réplique au 7 octobre. Mais il y a un ordre logique. Hein, donc bien voilà. sûr. Alors on ne va pas remonter au millénaire, mais non, ils ont répondu à toute une série d'attaques. La question, c'est qu'en général, Israël essayait de trouver une sorte d'équilibre pour dire n'allez pas trop loin et arrêtons-nous là. Alors, ça marche parfois pas. Vous voyez, avec les Iraniens, la difficulté qu'ils ont à se sortir de l'opération qui avait permis l'élimination du patron du bureau politique du Hamas. Il y a l'affaire de Gaza, où là, on est dans une volonté d'éradication du Hamas en tant que tel, avec vraiment une détermination de type Deria, hein, c'est-à-dire l'opération de saturation et de destruction massive de toutes les infrastructures disponibles. Et puis, il y a les débats qui existent avec le Liban, puisque le Liban, il y a un pseudo-cessez-le-feu, mais il n'y a pas de paix entre le Liban et Israël depuis les années 60. Et la question, le regain d'enthousiasme du Hezbollah, qui n'est pas allé jusqu'au bout pour soutenir le Hamas, parce qu'ils ont des souvenirs justement de l'opération Deria, mais quand même,
qui ont largement bombardé le nord d'Israël de manière récurrente, régulière et répétitive, avaient amené un débat qui était on continue, on s'arrête, on continue, on s'arrête, on continue, on s'arrête. Et là, visiblement, les Israéliens ont monté d'un cran puisqu'ils annoncent quand même qu'ils se préparaient à une opération militaire massive sur le Liban. Le débat qui existait avec le ministre de la Défense, qui est sur un siège éjectable, M. Galland, à la fois parce que c'est un opposant politique interne au Premier ministre qui était opposé à la politique du Premier ministre qui avait amené la division la plus importante à l'intérieur de l'État d'Israël, mais qui dit lui-même qu'à un moment, il va falloir faire des choix politiques parce qu'on ne peut pas supporter la tension permanente du Hezbollah et qu'il faut finir l'opération avec le Hamas. Et c'est un de ceux qui était favorable à un bon accord pour libérer les otages, dont je rappelle qu'il y en a encore un certain nombre qui sont dans les tunnels de Gaza. Donc la difficulté, c'est que Benjamin Netanyahou, depuis le 7 octobre, il joue sa survie politique et sa survie judiciaire, les deux étant intimement liés. Et surtout qu'il avait atteint un niveau d'exécration dans la population israélienne qui l'oblige effectivement à aller un coup plus loin pour montrer à la fois la revanche, la vengeance, mais aussi cette capacité de dire, voyez, nous, ça y est, on les frappe loin, on les frappe fort, et donc nous sommes un vrai gouvernement et nous sommes plus compétents qu'aucun de nos opposants. Et d'ailleurs, pour l'instant, aucun des opposants au Premier ministre Netanyahou n'est en situation de le détrôner. Est-il en train de penser que l'heure de l'affrontement décisif est arrivée, qu'au fond, ça ne sert à rien de tendre l'autre joue face aux Iraniens et aux autres, il faut aller toujours plus loin dans l'effort de guerre, face à tous en même temps. Alors je crois là que c'est juste un cran, parce que s'il avait pensé ça, il aurait lancé l'invasion du Liban. Ce qui a déjà été fait à plusieurs reprises, l'opération Litanie, etc. Là, je crois qu'il a encore monté d'un cran pour dire au Hezbollah, bon, il va falloir vraiment s'arrêter. Je crois qu'il hésite encore à ouvrir un deuxième front central. Alors des fronts, il y en a partout. Les Houthis ont réussi à envoyer un missile au milieu d'Israël. La circulation des pétroliers est quand même durablement affectée. On a quand même toute une série d'éléments de déstabilisation et de chaos qui sont largement présents. Mais je crois qu'il n'a pas encore décidé d'aller à l'étape suivante. Et je ne suis pas sûr que ce qu'il vient de faire soit une préparation à une invasion qui aurait lieu demain, par exemple. Parce que là, vous pourriez dire, cette déstabilisation vise à préparer l'invasion. Il y a quand même d'ailleurs quelques collègues israéliens qui disent, ouais, mais fais attention, tu es un peu optimiste. Peut-être, en fait, n'est-ce que tu as eu la phase 1, la phase 2, la phase 3, c'est les chars demain. Et Alain Bauer, effectivement, ce soir, c'est une déclaration de Yoav Gallant dont vous parliez. Yoav Gallant dit... le centre de gravité de la guerre est en train de se déplacer vers le nord, ce qui semble indiquer quand même qu'il pense à une escalade maintenant. C'est sa position, il le dit depuis 15 jours. Il dit le dit dans des circonstances un peu plus fortes, il y a quand même ces milliers de... C'est pour ça que je vous dis que mes collègues israéliens, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, y compris ceux qui avaient annoncé au mois de juillet qu'il y aurait une opération du Hamas à Gaza en octobre, donc il faut toujours être très prudent. Il y a des collègues qui disent des choses qui arrivent, l'art de la prédiction est toujours difficile, mais dans ce cas précis, le ministre Galland, depuis des semaines, est favorable à une opération dure et terrestre sur le Liban. On va recevoir dans quelques instants Michel Goya. On va débattre aussi avec Georges Malbruno, le regard plutôt du monde arabe, et Raphaël Jérusalemi, le regard évidemment, c'est un ancien officier du renseignement militaire israélien. Est-ce une opération incendiaire? Est-ce le risque de mettre le feu aux poudres de toute la région? Ou est-ce une légitime défense préventive? Vous parlez souvent, Alain Bauer, et dans vos deux livres que je recommande, Au commencement était la guerre et Tu ne tueras point, chez Fayard, de l'esprit de la guerre qui est très différent selon les nations. Est-ce qu'on méconnaît ici en Europe l'esprit de la guerre israélien qui est de toujours être beaucoup plus fort? Il faut toujours avoir un coup d'avance, vraiment un coup d'avance. C'est pas être à égalité. L'esprit de la guerre israélien. L'esprit de la guerre israélien, c'est nous ne mourrons pas. Ça s'appelle le syndrome de Masada. Le syndrome de Masada, c'est à la fin, au risque d'être tous morts, il n'y aura plus personne de vivant. Donc nous vous disons, ne nous attaquez pas, car nous sommes capables de vous détruire tous, et nous aussi, si besoin était. Et ce message permanent, qui est aussi celui de la maîtrise dans la fameuse usine textile de Dimona, qui est essentiellement le centre où sont installées les installations nucléaires et les bombes nucléaires israéliennes, c'est de fait de dire ça ne sert à rien d'essayer de nous faire disparaître car vous disparaîtrez tous. Et ce processus, qui est un vrai processus de dissuasion au sens réel du terme, est un élément qui a toujours marqué la politique
la politique israélienne. Donc la politique israélienne n'est pas d'être le plus fort ou de taper le plus fort ou de taper le premier, c'est de dire quoi que vous essayez de faire, vous ne gagnerez pas. Et vous disparaîtrez, même si nous disparaissons, vous disparaîtrez avec nous. Et il y a toujours un moment où, malencontreusement, la dissuasion ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Il y a, dans un pays en guerre depuis très longtemps, malgré les efforts de pacification réussis avec les uns ou avec les autres. Voilà. Et puis il y a un danger pour Israël, c'est la Jordanie, qui est un danger politique où les islamistes viennent de remporter une victoire historique aux élections, et ce sont des islamistes très proches du Hamas. Donc on sent bien que le chaos général s'étend, vous avez raison. Je ne suis pas sûr qu'Israël veuille mettre le feu partout, mais Israël indique que s'il y a le feu partout, eh bien personne n'y survivra. Croit-il en la paix? Moi je suis très frappé souvent quand on parle notamment à des membres du Likoud, à des gens autour de Netanyahou, ils vous disent... En réalité, c'est une illusion de gentils Européens. La paix, il n'y aura jamais. Non, parce tous que... les Israéliens ont essayé et elle a toujours échoué parce que les extrêmes des deux bords, les Israéliens qui ne veulent pas de la paix et les autres qui n'en veulent pas non plus, ont toujours fait échouer les tentatives de paix, en général en éliminant leurs propres pacifistes pour être sûr que cette guerre éternelle durera, et c'est le drame de cet espace.